Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Effectivement, comme disait Louison, merci d'être là, parce qu'on est quand même dans une période un petit peu particulière. Ça n'aura échappé à personne. Bon, déjà, pouvoir échanger avec des masques, c'est pas forcément terrible, mais on peut au moins échanger. Et c'est surtout la concrétisation quand même d'une opération qui aurait dû être montée l'année passée. On en avait longuement discuté avec l'équipe de la Bulle, et moi, évidemment, à titre perso, j'avais répondu tout de suite oui, parce que cette médiathèque a une très belle réputation, et je ne fais pas la brosse à reluire. Et deux, c'est pas parce que je suis angevin moi-même, mais quand même, hein, c'est quand même un bel endroit, et ça permet justement d'échanger sur différentes thématiques. Cette année, c'est sur la bande dessinée historique. Alors, en gros, j'ai 1h15 pour vous présenter les grandes tendances de la bande dessinée historique. Alors, c'est évidemment à la fois peu et beaucoup, compte tenu, je vous dis, un peu parfois de certaines difficultés. Simplement vous dire que cette bande dessinée historique a démarré quasiment de manière concomitante avec la bande dessinée tout court. À savoir que la bande dessinée tout court, les premiers âges, c'était essentiellement des auteurs comme Topfer, etc. Là, on est plus dans la période du 19e. Ça, je passe très vite parce qu'on est encore dans un phénomène assez marginal, c'est-à-dire ce sont essentiellement le texte sous l'image. Topfer parlait d'histoire en estampe et tout, mais la dimension historique est relativement parfois présente, mais de manière très, très diffuse. Une des premières bandes dessinées où l'on parle d'histoire, ce n'est pas une bande dessinée historique, mais on parle de l'histoire contemporaine, et c'est une des premières bandes dessinées qui continue à être publiée. C'est la série Bécassine. Vous démarrez avec Bécassine, ce n'est pas très, très moderne, mais il se trouve que cette série se poursuit encore. Actuellement est dessiné par un jeune illustrateur qui a démarré dans Métal Hurlant, qui s'appelle Béja, sur un texte de Nathanaël. Et la première création de Bécassine a été créée en 1905 dans un journal qui s'appelle La Semaine de Suzette. Particularité, cette bande dessinée qui est scénarisée par la rédactrice en chef à l'époque qui s'appelait Jacqueline Rivière, qui est dessinée par un dessinateur qui s'appelle Pinchon, va traiter de manière assez rapide toutes les grandes tendances du siècle, enfin du siècle, le début du siècle, hein, le siècle passé, le 19e, le 20e, pardon, le début du 20e, avec notamment l'histoire de la Grande Guerre. Et on va retrouver Bécassine mobilisé, on va le retrouver à la fois dessiné un peu par Pinchon, mais surtout par un autre dessinateur. Mais pour vous dire que d'entrée de jeu, on a une bande dessinée qui s'adresse à un public de jeunes filles, et on va dire un public, on va dire, bien élevé et un peu bourgeois. Ça, c'est la première tendance de la bande dessinée française. Quand je vous parlais de Topfer, c'est un dessinateur suisse. Donc, on s'aperçoit que la bande dessinée historique, finalement, démarre quasiment avec les premiers âges de la bande dessinée franco-belge. Deuxième image, pied nickelé, changement de ton. C'est une bande dessinée qui se veut un petit peu anarchiste, un petit peu, entre guillemets, mal élevée. Et il se trouve que l'édition que je vous présente, publiée par la librairie Vuibert,
traite des pieds nickelés donc, durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est à mettre en parallèle avec effectivement Bécassine mobilisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'entrée de jeu, on a une bande dessinée qui s'adresse non plus aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons. Un public, à l'époque, c'est publié aux éditions Offenstadt, un public populaire. Les fascicules sont un peu moins chers que La Semaine de Suzette. On a un ton qui est très mauvais goût, entre guillemets. Il se trouve que tout ça est publié par une fratrie juive allemande, qui aura les pires ennuis quelques années après, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, et qui est la fratrie Offenstadt. De manière générale, vous allez voir, là, on a 1h15, il y aura à peu près 3 parties. Il y aura une partie historique, je vais vous présenter. Il y a la partie un petit peu, on va dire, des années 80, et puis quelques œuvres, évidemment, beaucoup plus récentes, et qui seront d'ailleurs complétées tout à l'heure avec la librairie Le Repère des héros. Donc, je l'avais noté, parce que je vous dis, c'est encore publié, préface de Jean Tullard, donc l'historien, à la librairie Vuibert. Donc, on a vu 1905, Bécassine, 1908, pieds nickelés, et à partir de 1929, un personnage appelé à un certain succès. Vous apercevez que là, d'ailleurs, là, c'est un dessin véritablement historique. Ça a été publié une semaine avant la première apparition du personnage de Tintin. En fait, vous apercevez d'ailleurs que la petite mèche est encore pas tout à fait redressée. À l'époque, ça paraît dans un journal belge, un supplément belge, qui s'appelle Le Petit 20e, qui est un supplément hebdomadaire pour la jeunesse d'un journal qui s'appelle Le XXe siècle, que l'on pourrait qualifier de droite un peu à la fois très catholique, très traditionnaliste, voire, on ne va pas parler d'extrême droite, mais bon, c'est un journal qui affiche véritablement ses opinions, dirigé par un abbé à poigne de fer, qui est l'abbé Vallée, précisément, qui avait la particularité d'avoir dans son bureau... Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Voilà. Qui a la particularité d'avoir dans son bureau un magnifique portrait de Mussolini, ça vous donne à peu près le ton du journal. Et puis il y a Hergé, alias Georges Rémy, de son vrai nom, qui est tout à fait, enfin, qui est débutant à l'époque. Hein. Toc. Voilà, GR égale RG égale RG. En gros, il suit les conseils, évidemment, de l'abbé Vallée, qui lui dit, écoutez, voilà, il faut édifier la jeunesse, édifier les jeunes lecteurs, leur parler de la société, lutter contre le communisme, etc. Nous sommes en 29, rappelons-le. Et donc, on va publier cette bande dessinée à la petite semaine. Hein. On n'imagine même pas que ça va devenir une des séries phares de la bande dessinée. Mais vous voyez un petit peu le topo, c'est suivi à partir de jeudi prochain, à l'époque c'est le jour de congé des enfants, les aventures extraordinaires de Tintin, un reporter, et de son chien Milou au pays des soviets. La photo ci-dessus, donc d'emblée, on accrédite le fait qu'on n'a pas à faire non pas une bande dessinée, mais véritablement un reportage en photo, et vous avez cette première image qui se passe au pays des soviets. Très vite, Hergé, en fait, va intégrer la dimension histoire, à la fois historique, mais également, parce que c'est quoi Tintin? À l'époque, les gens ne voyagent pas, comme aujourd'hui, encore que là, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je veux dire par là que les gens prennent l'avion quasiment pas.
s'ils veulent aller à l'étranger de manière un peu lointaine, ils prennent plutôt le bateau, etc. Donc en fait, tous les lecteurs, c'est une manière, par le petit bout de la lorgnette, si on peut dire, d'observer le monde, de connaître le monde. Et Hergé, tout au long de sa carrière, va véritablement intégrer dans la série Tintin quelques événements historiques. Alors de manière diffuse, hein, ce n'est pas une bande dessinée historique au stricto sensu, mais véritablement, vous allez voir juste avec l'image d'après, un extrait du Lotus bleu. Et qu'est-ce que vous apercevez? Nous sommes en 1934, même si là il s'agit véritablement d'une réédition, la réédition couleur, mais la première édition, d'emblée, on parle de l'occupation japonaise, on parle de la Société des Nations. Effectivement, le personnage de Tintin prend fait et cause pour la Chine, surtout le fait l'indépendance de la Chine. Pourquoi? Comment on est passé quelque part du côté lutte contre le communisme dans Tintin au pays des soviets à la défense d'un petit personnage chinois qui va être le copain de Tintin qui s'appelle Chang Chongyang. Tout simplement parce qu'à l'époque, Hergé va rencontrer un vrai Chinois qui travaille à l'époque, qui travaille aux Beaux-Arts de Bruxelles, enfin qui étudie les Beaux-Arts à Bruxelles, et qui va lui ouvrir un peu le décilé, si on peut dire, quoi, hein. Va lui expliquer que les Occidentaux qui voient toutes les Chinoises avec des petits pieds bandés et qui mangent du potage au nid d'hirondelle, c'est complètement cliché. Et que, parallèlement, il y a peut-être manière à, non pas forcément faire un discours politique, toujours un peu, mais quelque part, d'ouvrir une vision beaucoup plus humaine et en tout cas éviter tous les clichés. Ça va être le cas. Évidemment, certains vont regretter qu'à l'époque Tintin au Congo, on parle de la colonisation. Simplement, on s'aperçoit que Tintin au Congo, c'est évidemment le fruit d'une certaine époque, l'époque où un seul homme, le roi des Belges, possède tout le Congo. Et puis vous regardez Tintin en Amérique, déjà d'emblée, il y a, entre les lignes, vous apercevez qu'il y a une défense de la culture indienne. Donc Hergé avait l'habitude de dire rien n'est blanc, rien n'est noir, il y a que des nuances de gris. Il faut retenir à ça, c'est qu'effectivement cette bande dessinée va essayer d'offrir une vision un petit peu, je dirais presque internationale en tout cas, à défaut d'être internationaliste. Donc, alors là, nous sommes en 1929-1934 et on va arriver au cœur même de ce qu'est la bande dessinée historique. Alors surtout qu'on a cette histoire de Tintin. Il se trouve que Hergé aura quelques petits soucis, le mot est faible, après la guerre, parce qu'il a peu continué à travailler et à publier sa série dans le journal Le Soir, et à la Libération, il est sur une sorte de liste noire où on lui explique qu'il ne pourra plus continuer à travailler et plus à publier. Coup de bol pour lui, il rencontre à l'époque un éditeur, un jeune éditeur, enfin en tout cas un éditeur qui a beaucoup d'ambition, qui s'appelle Raymond Leblanc, qui est, lui, il n'a non seulement pas collaboré, mais il a également, c'est un ancien résistant. Et donc son rêve, tout en ayant des idées, on va dire, assez proches de l'abbé Vallée, voilà, c'est un côté un peu très à droite, un peu catholique. Et son rêve, c'est de faire un journal à l'effigie du petit personnage à houppette. Et ça va être le lancement en Belgique, en 1946, du journal Tintin. Dans lequel on va retrouver, bien sûr, la série d'Hergé. On va également retrouver une bande dessinée que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Blake et Mortimer. Alors, je ne l'ai pas retenue comme une bande dessinée historique, mais si on y réfléchit bien, ça aurait presque pu être
une bande dessinée uchronique. C'est quoi l'Uchronie? On le verra peut-être après. On l'évoquera, hein, parce que ce n'est pas le thème de notre discussion. C'est en fait un mot valise qui est l'Uchronie, enfin c'est utopie et chronologie. C'est-à-dire, en fait, en gros, on le retrouve d'ailleurs dans une bande dessinée de Ronan Toulouat qui s'appelle Le Bloc 109. C'est en gros, admettons que les Allemands ont gagné la guerre, ou que les Japonais ont gagné la guerre. C'est quoi la société aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait? Voilà. On le retrouve beaucoup dans le travail d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Philippe Cadic, que je vous incite. Mais on s'éloigne un peu. Il se trouve que donc, pourquoi je vous parle de Blake et Mortimer, pourquoi de l'Uchronie? Si vous regardez les dernières planches de l'Espadon, vous apercevez que ça s'est passé après la Troisième Guerre mondiale. Voilà, avec les Asiatiques et tout. Donc, je ne l'ai pas retenu comme bande dessinée historique. Par contre, il y a une bande dessinée historique qui est vraiment... Alors, Jacques Martin, ne pas confondre évidemment avec l'animateur télé, Jacques Martin est un dessinateur non pas belge, même s'il publie dès 1948, lui. La série Alix. 1948, au passage, c'est l'apparition de la version française du journal Tintin. Et donc Jacques Martin est un dessinateur et un scénariste qui est né dans l'Est de la France, pas loin de Strasbourg, qui a fait ses débuts, a fait quelques illustrations, mais sans trop de succès en France, et puis un jour décide de franchir non pas le Rubicon, mais franchir la frontière et de s'installer à Bruxelles, parce qu'il y a une partie de sa famille qui est à Bruxelles, et là il va il va démarcher. Il va aller à l'époque, parce que c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire il se pointe aux éditions du Lombard, à Bruxelles, situées rue du Lombard, c'est aussi simple que ça, et demande à voir le rédacteur en chef, demande à être publié, et on lui dit, faites un essai. Et faites un essai, c'est simple, lui, sa passion, c'est l'histoire. Vraiment, c'est l'histoire. Ses deux grandes passions, c'est Rome et c'est la Grèce. Il hésite, Grèce, Rome, finalement, ça va être Rome. Les premières planches, si vous regardez les premières planches, ce n'est pas plus embêté que ça, hein. C'est le film Bénur. Non pas le film Bénur récent, entre guillemets, mais la toute première version de 1924. Et là, c'est le personnage de Gaulois qui se trouve dans l'actuelle Syrie, fait tomber un morceau de tuile, les Romains arrivent, l'embarquent, et puis va devenir un affranchi, va devenir lui-même un Romain, Gaulois mais Romain, non pas un traître, parce que la notion de patrie n'existait pas véritablement, mais on va s'apercevoir avec une vraie exigence que Martin va essayer de faire une bande dessinée qui à la fois tire, je dirais, graphiquement du côté d'Hergé, c'est son modèle absolu, à tel point d'ailleurs qu'il va devenir un des membres imminents des studios Hergé, mais c'est surtout une bande dessinée qui est véritablement non seulement n'a pas vieilli, mais a des ressorts à la relecture, notamment cette grande époque. Hein. Tous les épisodes, je suis d'accord, ne sont pas tous excellents, mais ces épisodes qui datent, on va dire, des années 50 jusqu'au début des années 60, c'est des épisodes qui sont quasiment en tension, quoi, hein. C'est-à-dire, on y parle du pouvoir, on y parle de la politique, on y parle, alors qu'il n'y a pas de personnage féminin, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans le dernier Spartiate, on a des personnages de femmes extrêmement fortes, on a une bande dessinée qui est totalement différente. Alors, Martin avait tendance à se dire, ou à dire, c'est pas la modestie qui l'étouffait, mais il disait « j'ai inventé la bande dessinée historique ». Calme, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est là où on reconnaît un classique et la puissance d'une œuvre. Le fait, c'est pas vous avez tous eu sans doute en mémoire un ou deux exemples. Il ne s'agit pas de faire un livre, mais quand on est écrivain, il ne s'agit pas de faire un livre.
Dans l'absolu, tout le monde, moi aussi, tout le monde peut faire un livre. L'important, c'est de durer. L'important, c'est le deuxième. L'important, c'est de construire petit à petit des choses comme ça un peu diffuses qui petit à petit vont construire des petites briques par petites briques, vous arrivez à un mur. Alix, c'est ça. Il n'y a pas qu'Alix, hein, il va faire également Lefranc, mais sur la partie historique, on parle de la bande dessinée historique, vous avez Alix. La série se continue. Non seulement elle se continue, mais à l'heure actuelle, c'est devenu quasiment un univers Martin. Bon, avec parfois les complications, hein. Qui dit univers Martin, dit puissance financière, dit on essaye d'être... Enfin, bien sûr, on est vigilant, mais il s'agit de, voilà, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va. Il y a un comité éditorial, un comité Martin, tout le monde se réunit, et on arrive à quelque chose de qualitativement irréprochable. Tout n'est pas bon, mais il y a des lignes directrices. Il y a la série Alix, et puis parallèlement, on va développer tout un univers autour d'Alix, autour d'une autre série qui s'appelle Gênes, qui, elle, est scénarisée par Martin, mais qui est fait par... Alors là, je vais vous montrer avant, voilà. Là, c'est un épisode récent, qui est pas mal. Je vous dis, tous les derniers épisodes sont parfois inégaux. Il y a un dessinateur qui s'appelle Marc Jailloux, qui est un dessinateur qui est passionné par le style de Jacques Martin. Là, Marc Jailloux véritablement colle au style que je vous ai présenté avant du dernier Spartiate. Et c'est Les Helvètes, c'est un des ouvrages récents, un des tomes récents de la série que je vous invite à découvrir. Et puis, parallèlement, on a eu ce nombre de fois des séries qui sont développées avec, en termes télé, on parle de spin-off, des séries dérivées, etc. On parle parfois de préquels ou de séquelles. Préquels, je précise, c'est ce qui s'est passé avant. Séquelles, c'est ce qui se passe après. Et puis, c'est parfois la jeunesse d'eux et tout. La vieillesse d'eux, finalement, on s'aperçoit qu'il y a relativement peu des personnages qu'on fait vieillir comme ça. Et la grande force de cette série, Alix Senator, que vous connaissez, j'imagine peut-être, voilà, est une excellente série, à plusieurs titres. Graphiquement, elle est dessinée par Thierry Desmarais, qui est un bon dessinateur, vraiment très très bon dessinateur, qui bénéficie aussi d'une très belle mise en couleur, ça c'est déjà le premier point. Et puis il y a surtout cette scénariste qui s'appelle Valérie Mangin, qui est, excusez du peu, historienne, qui est passée par l'école des Chartes, grande scénariste, et qui réussit à faire évidemment une version à la fois contemporaine, si on peut dire, pour une histoire qui se passe dans l'Antiquité, mais ce personnage d'Alix qui est devenu sénateur et tout. Et à l'heure actuelle, je dirais que les meilleurs récits de l'univers Martin, je dis bien l'univers Martin parce que Jacques Martin n'est plus de ce monde, se trouvent souvent plutôt que certains albums d'Alix récents, qui sont parfois bons mais parfois moins, dans la série Alix Senator. Alix Senator, je vous incite véritablement à la lire et à découvrir. Je vous parlais d'une autre série de Jacques Martin, Barbe Bleue. Barbe Bleue, voilà, c'est le personnage de Gilles de Rais. C'est dessiné par Pleyers, une série qui au départ s'appelait Xan, qui a été rebaptisée Gênes et qui est apparue au seuil des années 1980. Là, on a une bande dessinée qui, à la fois, reprend certains codes graphiques de la ligne claire, de la bande dessinée classique à la Alix, voire à la RG, mais avec un côté beaucoup plus baroque, notamment au niveau de certains traits, au niveau de certains ombrages, etc. Et surtout, on a des récits qui sont extrêmement adultes. Si on y lit. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a cantonné souvent cette série à bande dessinée jeunesse. Les premiers épisodes de Xan Gênes ont été publiés dans Tintin,
dans le journal Tintin. Là, pour l'instant, on est en train de petit à petit dérouler une des grandes lignes directrices de la bande dessinée franco-belge, belgo-française, si on peut dire, le journal Tintin. Donc, on a cette série qui, petit à petit, va inclure des récits où on va parler de meurtres d'enfants, où on va parler des Templiers. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'éditeur Casterman, à mon avis, a un peu à l'époque, hein, c'est bien rattrapé depuis, mais un peu à louper le coche, si on peut dire. C'est une bande dessinée qui aurait très bien pu être publiée dans la presse adulte Casterman. Quand je dis presse adulte Casterman, je pense évidemment, je vous l'évoquerai tout à l'heure, la revue à suivre. Donc on a cette série Eugène de Martin et de Pleyers. Et puis, on s'aperçoit que Jacques Martin fait des enfants, fait des beaux enfants, si on peut dire. En tout cas, est vraiment à la tête d'une école, une certaine école de la rigueur, de la recherche documentaire. Et on a un dessinateur qui s'appelle Gilles Chaillet, qui va lancer une série qui se passe non plus dans l'Antiquité, non plus au Moyen-Âge, mais à l'époque de la Renaissance. Un personnage de la Renaissance, notamment italienne, c'est le personnage de Vasco. C'est une série qui démarre à la fin des années 70 dans le journal Tintin, qui est très classique, très marqué par Jacques Martin, à tel point que Gilles Chaillet, d'ailleurs, va devenir l'assistant du maître. Et puis, c'est une série qui va se poursuivre durant une trentaine d'albums. Et le dernier album sorti il y a c'est l'année passée, je crois. Avec ce fameux confinement, j'ai du mal à savoir si c'est l'année passée ou juste un petit peu avant. Voilà, donc c'est 2019 ou 2020. C'est le 30e album. Vous remarquerez qu'on cite toujours Chaillet, même si hélas il nous a quittés. La série a été reprise graphiquement par Dominique Rousseau, hop, en haut. Et surtout, vous avez un professeur d'histoire, historien, passionné de bande dessinée, grand connaisseur, qui habite à quelques kilomètres d'ici et qui a eu... moi, il se trouve que j'ai eu la chance on se connaît depuis plusieurs décennies, on échange toujours avec autant de passion et d'intérêt. Et lui a repris, en fait, l'écriture pour les derniers volumes, que je vous invite aussi à lire. C'est une série que je trouve un petit peu regrettable que le Lombard n'ait pas poursuivi, parce qu'ils se sont arrêtés au bout de 30. Après, c'est problème de vente, c'est problème de positionnement. Mais c'est une des grandes bandes dessinées historiques que je vous invite à voir, à lire et à faire lire. Globalement, on s'aperçoit de Journal Tintin avait un slogan dès le départ, c'était « Éduquer tout en distrayant ». Ça vous donne une petite idée, le côté très didactique, le côté, n'oublions pas qu'à l'époque de l'après-guerre, donc c'est le cas du journal Tintin, l'idée c'est de pouvoir placer énormément d'abonnements du journal. On ne parle pas d'albums, les albums viendront beaucoup plus tard au Lombard, mais on parle surtout d'une bande dessinée qui est accessible et surtout qu'on peut retrouver dans toutes les écoles, et notamment écoles catholiques, de Bruxelles et des alentours, et de Belgique, donc, hein, évidemment en France aussi, mais essentiellement. Et donc on a un certain nombre d'auteurs qui vont surfer, j'aime pas le terme, mais enfin bon, qui vont s'inscrire un petit peu dans cette ligne historique. Il y a notamment un couple, Liliane et Fred Funken, qui vont faire énormément de séries, et notamment une qui s'appelle Le Chevalier Blanc, qui est encore disponible, réédité chez Bedemust, qui n'a pas la force d'un Alix ou d'un Vasco, mais qui est tout de même à souligner. Là, je voulais montrer, parce que c'est un petit éditeur, édition Hibou, qui est relativement peu connu, et c'est des reprises d'histoires complètes à dominante historique,
à savoir que l'idée, ce fameux distraire, éduquer, etc., se traduisait notamment chaque semaine par la publication d'un récit complet en 4-5 planches, assez didactique. On parlait de tous les différents sujets historiques possibles et imaginables, de l'Antiquité à l'histoire contemporaine, etc. Donc toujours les époux Funken. Je vous ai parlé de Tintin. Je ne vous ai pas encore parlé de son grand rival et également publié au départ en Belgique, qui est le journal Spirou. Le journal Spirou apparaît en 1938, donc 8 ans avant le journal Tintin. Là, c'est un journal qui n'est pas non plus publié comme Raymond Leblanc au cœur même de la capitale bruxelloise, enfin, qui n'est pas publié au cœur de Bruxelles, mais dans la banlieue de Charleroi, à Marcinelle. C'est pour ça qu'on parlera parfois dans certains livres d'études de l'école de Marcinelle, à tort, d'ailleurs, puisque la plupart des auteurs ne sont pas sur place, ne sont pas carologériens, mais bruxellois. Et donc, une des grandes nouveautés à l'époque, c'est l'introduction, à partir du début des années 50, dans le journal de Spirou, des fameuses aventures, enfin plutôt des belles histoires de l'oncle Paul. C'est quoi les belles histoires de l'oncle Paul? C'est simple, c'est un oncle qui parle à ses neveux. Alors, tout ça paraît un petit peu daté, mais il n'empêche que énormément de jeunes lecteurs vont apprendre l'histoire à l'époque. C'est donc en 4 planches, il y a ce bon oncle qui raconte des anecdotes sur les pirates, sur l'aviation, sur tous les sujets possibles et imaginables, et notamment Barbe Noire. L'important, c'est aussi des scénarios. On commence à parler un tout petit peu des premiers scénaristes. Bon, évidemment, je vous ai parlé d'Hergé, je voulais parler de Martin, qui sont tous les deux dessinateurs et scénaristes, mais là, on parle surtout dans les belles histoires de l'oncle Paul, d'un scénariste qui s'appelle Charlier, Jean-Michel Charlier, qui est un des grands noms de la bande dessinée réaliste, qu'on va retrouver dans des séries comme Bugdanny, Tanguy la Verdure, Barbe Rouge, je ne vais pas tous les citer. Et puis, les belles histoires de l'oncle Paul, qui totaliseront quand même plus de 1000 récits, c'est pour vous dire, seront également scénarisés par un certain Octave Joly. C'est plus anecdotique, mais pour vous dire que Charlier a dû en écrire une trentaine, Octave Joly a dû en écrire plusieurs centaines. Voilà, petite nuance. Et ça vous donne une idée. Je vous ai parlé de Barbe Rouge, j'aurais pu parler de Barbe Noire, j'aurais pu parler aussi de la mort de Roland et tout. Et voilà ce qu'on inscrit. Enfin, je veux dire, on se cache pas. Je veux dire, cet album vous montre le vrai visage de l'histoire. Et donc, ça, c'est les premiers albums des belles histoires de l'oncle Paul. Et on a également toujours chez Dupuis, l'éditeur du journal de Spirou, une réédition assez récente. Si un jour vous pouvez elle a été assez vite épuisée, mais peut-être que la médiathèque l'a. C'est les belles histoires de l'oncle Paul dessinées par Jean Graton. Jean Graton est surtout connu, bien sûr, non pas dans le domaine historique, mais dans le domaine de la course automobile, puisque c'est le... Oui, Michel Vaillant, voilà, exactement. Et qui nous a quittés relativement récemment à un âge vénérable de plus de 90 ans, 90 ans, même s'il était nantais en fait. Voilà. Et donc cet album montre que l'oncle Paul n'est pas tout à fait disparu dans la mémoire des lecteurs. Une série qui n'est plus disponible, mais je vous la signale parce que si vous tombez dessus, relisez-la, elle est extrêmement bien conçue, c'est la série des Timours. Alors la série des Timours, a une particularité, je dis bien des Timours.
En fait, c'est une série qui raconte l'histoire de l'humanité. C'est l'image de l'histoire du monde, comme ça se présentait. Et en fait, ça démarre avec la tribu de l'homme rouge, donc vraiment la préhistoire, bon, avec parfois des petites facilités. Hein. Je me pose la question s'il n'y a pas un moment, peut-être pas des dinosaures, mais enfin bon, historiquement, ça se discute. Hein. Mais après, par contre, effectivement, on a l'histoire romaine, etc. Et c'est une série qui va se poursuivre, qui à l'époque est dessinée, pour vous donner une petite idée quand même, à l'époque, bon, on s'arrange, l'auteur n'est pas forcément le plus important. Vous voyez cette couverture, vous rechercherez en vain le nom du dessinateur. Si, on le retrouve là, tout petit. C'est un dessinateur qui s'appelle Sirius. Et pour votre info, vous n'y trouverez pas le nom du scénariste, mais c'est un certain Xavier Snoek. O-E en néerlandais, en flamand se prononce OU. Voilà. Donc vous avez cette série qui serait pas mal. Alors elle est rééditée, mais c'est vraiment c'est de la micro-édition avec vraiment des tout petits tirages. Donc si vous retombez dessus, et peut-être qu'un jour les éditions Dupuis ou un autre ou une autre aura la bonne idée de rééditer tout ça. Là, on a vu que finalement, la bande dessinée après-guerre est toujours un phénomène de presse, avant d'être véritablement un phénomène d'album. Que ça soit en Belgique ou en France, on a Tintin, Spirou, qui, tels deux marathoniens, vont véritablement façonner la bande dessinée jeunesse jusqu'aux années 60, après, mais de manière un peu plus marginale. Et puis en France, qu'est-ce qui se passe en France? Ben, en France, l'après-guerre est dominée par une profusion de titres, après évidemment les années de plomb, de nouveautés. Certains titres connaîtront leur succès, hein, si je vous cite Cocardi, etc. Et puis il y a les deux grandes directions, au même titre qu'il y avait la semaine de Suzette pour les jeunes filles et l'Épatant avec les pieds nickelés pour les jeunes garçons. On a deux grandes lignes qui sont, la presse catholique, très importante après-guerre, avec des journaux comme Corps Vaillant, Âme Vaillante, Fripouille et Marisette, scindés par tranche d'âge. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez le journal Vaillant, ne pas confondre avec Cœur Vaillant. Le journal Vaillant, apparu après-guerre, qui est une émanation du Parti communiste, surtout d'un mouvement de résistance qui s'appelait le Jeune Patriote, et dans lequel on va retrouver un peu de bande dessinée d'humour, notamment Pif le chien. On retrouve également une bande dessinée réaliste de très bonne qualité, avec un dessinateur notamment qui s'appelle Paul Gillon. Et qui va faire sur un scénario de L'Écureux, Fils de Chine. Particularité, on y évoque la Grande Marche de Mao. Donc on est en 1947. Et c'est une bande dessinée qui est vraiment, d'un point de vue historique, assez documentée, extrêmement bien faite au niveau des découpages, et c'est une des premières œuvres de Paul Gillon, qui est un des grands maîtres de la bande dessinée française. Donc voilà, vous avez effectivement le pendant français avec le journal Vaillant. Pourquoi je vous ai mis ça? Je vais le faire rapidement, parce qu'on a hélas peu de temps. Cette bande dessinée-là vous dit sans doute rien. Alors, si je vous dis qu'elle est parue dans un journal qui s'appelle Quaïs, vous direz oui, c'est intéressant, on ne connaît pas, normal. C'est ce qu'on appelle l'éclosion à partir
de la fin des années 40 et surtout années 50 et un petit peu les années 60, de ce qu'on appelle les petits formats. Les petits formats, ce sont des petits fascicules, comme ça, à peu près 13-18, je dirais, peut-être même un petit peu moins, et qui ont l'avantage de ne pas coûter cher. Et pour le public populaire, qui n'a pas les moyens d'acheter les albums, j'en faisais partie, je peux vous dire que les petits formats, on se jetait dessus. Bon, c'est quoi? C'est des histoires de chevaliers, c'est des histoires de pirates, des histoires de guerre, énormément d'histoires de guerre. Et puis parfois, et tout ça évidemment n'est pas signé. On a une couverture un petit peu chatoyante, qui attire l'œil, un peu comme une affiche de cinéma. Et puis à l'intérieur, on a une histoire qui est pas signée, qui est parfois assez piètrement dessinée, parfois très bien dessinée. Parfois on y trouve quelques pépites. Alors pourquoi je vous l'ai signalé? Parce que là-dedans, vous avez les aventures d'Alain Blainville, paru dans un journal en février 1959, qui met en scène un personnage qui a été créé à l'époque par le dessinateur Hugo Pratt. Hugo Pratt, évidemment, c'est le futur auteur de Corto Maltese. Il se trouve que là, comme c'est publié dans un petit format en français, eh ben, les Français ont le beau rôle. Et ça se passe pendant la guerre entre Anglais et Français au Canada. Côté amusant, c'est que dans la bande dessinée originale, Pratt fait écho pour les Anglais. En fait, il inverse, quoi, voilà. Et donc, vous avez cette histoire, et qui va être reprise quelques années plus tard dans sa version aux humanoïdes associés, puis maintenant disponible chez Casterman, avec, je ne vous ai pas mis les deux images l'une à côté de l'autre, mais vous verrez que les dialogues ont changé et que du coup les Anglais ont retrouvé leur image de vainqueur. Et donc cette histoire, c'est un des péchés, entre guillemets, de jeunesse du dessinateur Hugo Pratt. Hugo Pratt va également intervenir dans la bande dessinée historique, mais ne va pas faire de la bande dessinée historique pour faire de l'histoire, simplement intègre toute une trame historique dans ses créations. C'est notamment le cas dans Corto Maltese, évidemment. Et puis, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait le tour, on y reviendra peut-être sur cette période Pratt, roman graphique, etc. Là, on arrive maintenant à la naissance en 1959 d'un journal que vous connaissez, qui s'appelle Pilote, et dans lequel on va retrouver une bande dessinée historique, mais pas une bande dessinée historique rigoureuse au niveau des décors, encore que le dessinateur Albert Uderzo est capable de faire des très très bons dessins réalistes. Il l'a prouvé avec la série Tanguy la Verdure. Mais c'est surtout la possibilité de faire une bande dessinée qui à la fois est drôle, très drôle. Le texte, excusez du peu, c'est quand même René Goscinny. Mais ce n'est pas uniquement ça. L'idée au départ, la naissance du journal Pilote, c'était de contrer l'hégémonie belge, je cite le premier rédacteur en chef, et qui expliquait qu'il y avait Tintin, le journal Tintin, il y avait le journal Spirou, et qu'il n'y avait pas de journal français qui exaltait la culture française. Ok, on part de là. On réunit une équipe. Parmi l'équipe, on retrouve Jean-Michel Charlier, que je vous ai cité, Albert Uderzo, René Goscinny. Et on leur dit, faites l'exaltation de la culture française, vous commencez. Et Uderzo et Goscinny ont l'idée de faire une adaptation du roman de Renard. On ne peut pas rêver mieux. Hein, voilà. Sauf, pas de bol, ils s'aperçoivent que quelqu'un d'autre a eu l'idée avant eux. On change de braquet et on repasse l'histoire. Préhistoire, ouais, bof. Culture française, c'est pas génial. Gaulois, ah bah oui, les Gaulois. Encore que ça se discute, hein, mais bon. Voilà. Eh bien, on va faire une histoire sur les Gaulois et on connaît la suite. Ça, je voulais signaler, c'est juste un faux album, entre guillemets. Hein, c'est un vrai album, bien sûr, en tant qu'objet, mais ce n'est pas une bande dessinée. C'est plus un texte illustré qui, à l'époque, était paru
en complément d'un 33 tours et qui s'appelait Le Menhir d'Or. Et ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que l'histoire, qui était très bonne, qui est une très très bonne histoire, n'ait pas pu être adaptée même sous forme de bande dessinée. Bon, les lois de l'édition étant parfois impénétrables, et on n'en dira pas plus, si ce n'est que l'album paraît. La série est devenue évidemment culte, au même titre que Tintin et d'autres, voire Alix, mais moins. Et puis, encore aujourd'hui, c'est une des séries phares. On est plus, même, c'est au-delà d'une série, quoi. C'est devenu culte. Je ne sais plus, c'était il y a quelques jours, c'était sur France Inter, on évoquait Astérix à propos d'un satellite ou d'une fusée, voilà, en disant, voilà, on va le nommer, quel type on pourrait, quel nom on pourrait lui attribuer, et puis c'est Astérix. Et Astérix, d'ailleurs, avait le premier satellite français, lorsqu'il il a été lancé, on l'avait surnommé Astérix. Oui, il y a quelqu'un qui non ? Un moment, je vais vite, mais si jamais vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour vous dire que maintenant, la série Albert Uderzo, hélas, nous ayant quittés récemment, Goscinny, hélas, lui, est disparu en 1977. Mais donc, la série est reprise de manière qualitativement, c'est une très bonne reprise, dessinée par Didier Conrad, qui est un dessinateur qui est connu plus pour le côté un petit peu poil à gratter. Il a travaillé beaucoup avec un scénariste-dessinateur qui s'appelle Yann. Et puis Jean-Yves Ferry a travaillé aussi avec Larsenet, le dessinateur Larsenet, dans Retour à la Terre, par exemple. J'imagine que vous avez dû les voir passer. Je vous ai évoqué quelques séries de Jean-Michel Charlier tout à l'heure. Il y a Barbe Rouge, qui est maintenant reprise, donc dessinée par Victor Rubinon, entre autres, qui par la suite se poursuivra sous divers pinceaux et plumes. Au niveau dessinateur, on a un dessinateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pellerin, Patrice Pellerin. Dessinateur que je pourrais classer un petit peu dans l'école Pierre Joubert, le dessinateur des signes de piste et tout, le côté très, très réaliste et tout. Et donc, lui aussi va dessiner sur un scénario de Charlier la suite de Barbe Rouge. Là, c'est la première version est dessinée par Rubinon, bande dessinée qui est apparue dès 1959, en même temps que Astérix. Et puis, aujourd'hui, la série se continue. Le dernier album en date est sorti là, il y a quelques mois, vraiment il y a quelques mois, s'appelle Les Nouvelles Aventures de Barbe Rouge, scénarisé par Jean-Charles Crahen, qui est lui-même également dessinateur, et sur des dessins de Carloni. Et c'est paru chez Dargaud, plutôt bonne reprise. Je vous ai parlé de Patrice Pellerin. Voici sa série phare, que je recommande également. Alors lui fait partie des auteurs qui ont démarré véritablement à la fois passionnés d'histoire, a travaillé sur pas mal d'ouvrages didactiques, à la fois pour Hachette, Co, et puis va reprendre, comme je vous disais, la série Barbe Rouge, le temps d'un diptyque. Et puis Charlier n'étant plus là, il décide de reprendre le personnage, de l'adapter à sa sauce, si je puis dire, et de faire cette histoire de l'épervier. Donc ce dessinateur de Brest, il est sur place, il connaît, et bien sûr, la mer, il connaît la construction navale, et c'est une bande dessinée extrêmement rigoureuse, extrêmement pointue, qui puise un petit peu les ressorts scénaristiques dans ce qui pouvait faire le sel et je dirais la particularité d'un scénariste comme Jean-Michel Charlier, le côté un petit peu roman feuilleton à la Dumas, quoi. Donc L'Épervier, c'est une série, le seul petit bémol qu'on pourrait dire, il n'y a aucun reproche, mais comme il est très exigeant, il faut attendre. Il
faut attendre, donc chaque album se fait attendre, mais l'un des derniers albums en date est sorti il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas vu passer, ce qui m'étonnerait, mais enfin en tout cas, je vous invite évidemment à le découvrir et à la découvrir, la série. Là, on arrive tout de suite, mine de rien, dans les années 80. Le journal pilote évolue, passé mensuel en fait fin 74, et on va voir arriver, on ne parle pas encore de roman graphique, on pourrait. On parle en tout cas d'œuvres, je dirais, mêlant un peu l'histoire, un peu le fantastique, et le tandem Bilal-Christin. Alors Christin, on le connaît surtout comme scénariste de la série Valérian, dessinée par Jean-Claude Mézières, mais là, Bilal en est à l'époque à ses débuts. Non pas cette histoire, mais a démarré vers les années 72. Là, on est plus dans les années 80. Et cette partie de chasse a la particularité d'être une bande dessinée qui traite, qui au départ devait s'appeler d'ailleurs, je crois, Partie de chasse en Pologne, et qui raconte un peu le délitement de l'empire communiste, le bloc communiste qui, voilà, perestroïka oblige, s'effrite. Et donc ça raconte un petit peu ça, mais il y a toute une dimension onirique, etc. Et c'est un très 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 bon travail et qui ouvre, je dirais, la voie à une autre bande dessinée beaucoup plus adulte, bande dessinée aussi qui tire son essence du reportage. C'est tout simple, hein, parce que Pierre Christin, en dehors d'être scénariste, est également professeur de journalisme à l'école de journalisme de Bordeaux. Autant vous dire qu'il connaît un petit peu son sujet. Donc c'est vraiment le début des premiers romans graphiques français. Il y en a eu d'autres avant, hein, mais on va dire que c'est parmi les premiers, avec cette dimension historique comme je vous ai expliqué. Et puis, le grand choc, c'est un auteur, François Bourgeon. François Bourgeon démarre dans la presse catholique, il y en a plusieurs comme ça qui ont démarré dans la presse catholique. Bon, on fait des bandes dessinées qui ne marqueront pas l'histoire de la BD, mais qui marquent le début d'un jeune auteur. Il y en aura d'autres, je vais vous en parler. Mais François Bourgeon, avec Le Passager du vent, va faire une bande dessinée à la fois qui tire le côté classique de la bande dessinée des décennies précédentes, mais avec une dimension, il y a deux dimensions qui sont importantes. Un, c'est aussi la place aux femmes. Il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Lui, son personnage féminin, Isa, il y en a d'autres, hein, mais c'est un personnage fort. Il parle aussi de thèmes qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'évoquer, ou alors de manière tellement caricaturale, que sont l'esclavage, voilà, la traite des Noirs, etc. Et donc, c'est le travail de Bourgeon, qui est un dessinateur extrêmement méticuleux. Je vous parlais de Patrice Pellerin, François Bourgeon, c'est quasiment 2-3 fois plus de temps, et qui va développer sa série jusque... Là, on parle effectivement de cette époque-là, mais on va arriver jusqu'à la Commune. Il va faire vieillir, enfin en tout cas, va raconter un petit peu sa saga, et les derniers albums vont aller jusqu'à la Commune. Donc fin 19e. Et donc, Bourgeon, en fait, va connaître un succès phénoménal, malgré peu d'albums, en fait, hein, parce qu'il... Voilà. Et puis, petit à petit, va véritablement ouvrir la bande dessinée historique vers... et surtout, certains éditeurs vont se dire « Ah, mais il y a peut-être un marché à prendre. » Alors, ça paraît comme ça un peu... oui, ok, c'est bêtement le côté commercial. Ben oui, parce que c'est aussi ça. Hein. Éditer des livres, c'est autant éditer des livres qui se vendent pour après essayer d'en publier d'autres. Et l'éditeur des Passagers du vent, au départ, c'est Jacques Glénat, qui est un jeune éditeur à l'époque, en 1979. Et petit à petit, avec le succès des Passagers du vent, on se dit, tiens, je vais faire plusieurs revues. Alors, il va faire une revue qui s'appelle Circus, mais ça, on est loin de la BD historique. Et puis, il va faire une revue qui s'appelle Vécu, lancée au seuil des années 80. Et le sous-titre de la revue, c'est
l'histoire, c'est l'aventure, tout simplement. Pareil, basique, mais... Et donc, dans lequel on va retrouver pas mal d'auteurs réalistes de bande dessinée, donc purement bande dessinée historique. Je ne vous ai pas fait une thématique uniquement sur la revue Vécu, j'aurais pu tenir 20 minutes, une demi-heure, parce que c'est vraiment, tout au long des années 80, c'est vraiment la grande école bande dessinée histoire. Il se trouve qu'il y a quelques pépites, ça en fait partie, il y a des œuvres moins convaincantes. Parmi les œuvres plus convaincantes, bon, là, c'était, je vous ai expliqué, Les Passagers du Vent jusqu'à la Commune. Là, c'est un des derniers titres, j'allais dire le temps des cerises, en tout cas le sang des cerises. Et puis parmi les auteurs qui sont apparus, qui sont eux aussi d'ailleurs passés un moment par le creuset de la bande dessinée jeunesse catholique, il y a le dessinateur André Juillard, avec sa série les 7 vies de l'épervier, qui va connaître un cycle de 7 albums aux éditions Glénat. Je vous précise que ça donnait lieu, sur un scénario de Patrick Cotias, ça donnait lieu à d'autres albums par la suite qui paraîtront chez Dargaud. Le prochain, peut-être que le repère des héros va vous en parler tout à l'heure, hein, il y a un nouvel album des 7 vies de l'épervier qui est le dernier dessiné par Juillard. André a dit que, bon, voilà, normalement, il devrait y avoir un titre supplémentaire, mais qui ne sera pas dessiné par Juillard, parce qu'il en a marre, voilà, hein, c'est tout, et puis qu'il veut faire autre chose, quoi, hein. Mais sachez-le, le dernier album est annoncé, je crois que c'est avril ou mai, quoi, hein, vous allez l'avoir peut-être tout à l'heure en avant-première, ou en tout cas l'annonce. Parmi les auteurs emblématiques de la collection Vécu, de qualité, il y en a d'autres, hein, mais enfin bon, je vous en ai sonné 3, c'est déjà pas mal. Donc vous avez eu Bourgeon, vous avez vu Juillard, et vous avez Hermann, bon, qui est connu plus pour des bandes dessinées réalistes d'aventure, hein, que ce soit Bernard Prince, etc. Fait un peu de BD historique avec la série Jugurtha. Et puis, ben, vous avez Bois-Maury, les tours de Bois-Maury, extrêmement bien dessinés, et qu'on retrouve toute la fougue, toute la nervosité du dessinateur Hermann, qui a été récompensé comme Grand Prix du Festival d'Angoulême il y a 3 ou 4 ans. Voilà, ça je vous la cite pour vous dire que Glénat continue d'aborder la bande dessinée historique. Là, vous avez une coédition entre Glénat et Fayard. Ce sont des ouvrages on va dire tout public, mais qui sont de vulgarisation sur des grands personnages. Alors ça, je ne vous ai pas sélectionné. J'ai mis celui-ci, hein, parce que, bon, d'abord, Churchill n'est pas inintéressant, à la fois au niveau de l'histoire et au niveau du dessin, mais sinon, je tenais 2 heures. Et puis, vous aviez les grands personnages, vous aviez les grands monuments, les grands trucs, tout. Et puis, tout ça, est-ce intéressant ? Parfois, mais souvent non. Donc voilà, sachez qu'elle existe, cette collection, avec 2-3 titres qui ne sont pas inintéressants, mais le reste est plus moyen. Et puis, on saute directement aux années, fin des années 70, années 80. Tout à l'heure, je vous parlais de la veine adulte des éditions Casterman. C'est une horreur, hein, de parler comme ça. Avec un masque, j'espère que vous m'entendez bien. Et que, voilà. Mais voilà. Donc, c'était la guerre de tranchées. C'est donc l'arrivée de Tardy, qui est un grand monsieur de la bande dessinée. On peut presque dire même un précurseur à la fois de la bande dessinée, de feuilleton à la Adèle Blanc-Sec. Bon, c'est évidemment ses références, c'est notamment Jacobs, Hergé, etc. Et puis, c'est surtout un traumatisme parce que ses grands-parents n'arrêtaient pas de lui parler de la Première Guerre mondiale, du gaz, des tranchées, de l'horreur. Et lui va apporter tout de suite une autre dimension. On n'est plus dans Bécassine mobilisé,
on n'est plus dans les pieds nickelés, où on est, voilà, c'était les Français étaient les vainqueurs face aux Boches. Hein. Je caricature volontiers, j'espère qu'il n'y a pas d'Allemandes ou d'Allemands dans la salle. Peuple ami depuis. Mais voilà, c'était donc cette idée de montrer l'horreur de ce qu'est une guerre, et surtout la grande guerre qui était grande, surtout au niveau de la boucherie. Et donc Tardi va véritablement apporter, il y a, si vous voulez, la bande dessinée historique, et notamment la période contemporaine de la guerre, il y a avant Tardi et il y a après Tardi. Après Tardi, on en parlera tout à l'heure. Mais avant Tardi, ben voilà, on a vu. Tardi, c'est ça, et puis après, ben lui, il va parler également de la bande dessinée avec ce qu'il a, quand il parle de son père, on a parlé du traumatisme des grands-parents, on aurait pu parler aussi du père de Tardi, avec, peut-être que vous avez vu passer, Stalag 3, voilà, la trilogie et tout. Donc c'est le début de la revue à suivre, dans lequel on va retrouver, comme je vous disais, Stalag 2, autant pour moi, Stalag 2B, Moi René Tardy, qui est largement autobiographique, en tout cas Tardy, c'est basé sur les carnets de son père. Et puis, dans les années 80, le journal à suivre va proposer certaines bandes dessinées historiques. Ce n'est pas la thématique générale, hein, ce n'est pas vécu, mais voilà, l'arrivée d'auteurs comme Jacques Ferrandez. Tout Jacques Ferrandez. J'ai un auteur que j'adore, qui a extrêmement bien adapté, notamment Camus. Et puis là, on est sur... lui, il est natif également de famille de pieds noirs, natif d'Algérie, où il a passé son enfance. Et la série Les Carnets d'Orient, qui évoque à la fois l'orientalisme, la peinture orientaliste, mais qui va, en gros, qui démarre de la colonisation de l'Algérie en 1830 pour s'achever à la fin de la guerre d'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est justement cette vision un peu différente de la guerre d'Algérie. Au départ, c'est surtout, on s'aperçoit tout à l'heure, je vous ai parlé très rapidement de la Commune à propos de Bourgeon. J'aurais pu aussi vous parler de la Commune avec Tardy, puisqu'il a fait évidemment l'adaptation du livre Le sang de la Commune de Vautrin. Mais là, on s'aperçoit que les communards, qui étaient quand même plutôt des gens ouverts et qui essayaient de construire quelque chose de différent, en tout cas plus libre, plus participatif, si on peut dire, et bien, lorsqu'ils se sont retrouvés prisonniers, on leur a donné le choix ou partir au bagne, ou éventuellement faire de la prison, ou éventuellement aller en Algérie. Il se trouve qu'en Algérie, ils ne sont pas forcément comportés comme des super des personnes ouvertes et tout. C'est à noter. Et curieusement, cette vision, notamment dans les premiers, on retrouve beaucoup toute cette vision saint-simonienne, si on peut dire, c'est-à-dire l'armée française, mais plutôt ouverte à d'autres cultures, à d'autres religions et tout. Et Jacques Ferrandez analyse tout ça à la fois avec des historiens. Beaucoup de ces volumes sont préfacés ou postfacés par des historiens. Et puis, voilà, il y a une construction, ce n'est pas l'histoire. Il ne raconte pas une histoire à la l'oncle Paul. Il raconte l'histoire d'une génération, des gens. Pourquoi d'un seul coup un peuple s'est révolté? Parce que c'était leur propre terre et qu'on les traitait moins bien que les colons. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Ça continue. Et on peut le comprendre. Et tout ça, Jacques Ferrandez développe toute cette dimension dans Carnet d'Orient que j'invite et que j'incite à lire. Autre, est-ce une bande dessinée historique? Ben oui. Est-ce uniquement une bande dessinée historique? Ben non. Voilà. Mais c'est évidemment l'apparition, non pas, c'est pas la première fois qu'on l'utilisait, mais quand même de ce qu'on appelle le graphic novel, roman graphique, Art Spiegelman, novel, voilà. Art Spiegelman, donc dessinateur issu de l'underground,
comme Crumb, comme Shelton et tout. Et puis un jour, raconte une double histoire, c'est-à-dire que l'histoire de sa famille juive, qui a connu les camps, et puis son propre vécu, gamin d'immigrés, voilà, très new-yorkais. La femme de Spiegelman et Françoise Mouly, c'est elle qui dirige notamment The New Yorker. Et puis, Hart, c'est quelqu'un qui adore ce qu'on appelait un terme un peu technique, mais le Platinum Age Comics, c'est-à-dire les bandes dessinées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Topfer. C'est vraiment il adore les bandes dessinées. On le retrouve notamment à L'ombre des tours mortes. Si vous l'avez feuilleté, vous apercevez l'hommage aux grands anciens. Et puis surtout, Art Spiegelman, c'est le premier à obtenir le prix Pulitzer, le plus prestigieux titre, récompense d'une œuvre journalistique. Et puis Maus, ça ouvre la porte à la fois l'autobiographie. C'est surtout une œuvre qui est salutaire, qui mérite d'être lue dans les écoles pour mieux comprendre à la fois la Shoah, à la fois l'histoire. Ça aurait pu être très maltraité parce que des bandes dessinées traitant ou des camps de concentration, et si on a le malheur de les faire en style trop réaliste, trop froid et tout, on a un truc qui est à vomir, disons-le. Là, les personnages sont animaliers, dans un style anthropomorphique, qui adoucit, si on peut dire, non pas le propos, parce que le propos est là, mais le traitement, c'est-à-dire qui fait que ça peut être accessible à beaucoup de gens, alors qu'une bande dessinée trop réaliste n'aurait pas fonctionné. Je ne vais pas citer, mais j'ai en tête un ouvrage qui avait été sur le sujet, et moi, ça m'avait vraiment mis mal à l'aise, parce qu'il y avait un côté presque... Enfin, voilà, ça n'allait pas. Moss, oui, il faut le lire, il faut le défendre, et surtout, c'est l'ouverture vers une nouvelle bande dessinée indépendante. Pardon ? Alors, le roman graphique, c'est, graphic novel. Novel, c'est roman graphique. En fait, la première apparition du mot, ça a été en 1964 dans un fanzine aux États-Unis. En fait, mais le premier à véritablement être connu pour avoir popularisé l'expression, c'est un dessinateur qui s'appelle Will Eisner. Will Eisner, c'est notamment l'auteur du Spirit, c'est l'auteur, il a fait Au-delà de la tempête, il a fait la trilogie du Bronx, il a fait énormément d'ouvrages autour de son New York, lui, c'est son New York, Dropsy Avenue, c'est là où il habitait. Et en 1978, il était un petit peu passé de mode. Et puis Spirit, qui avait été une grande série de strips quotidiens, donc strip, c'est une bande de dans la presse, ne savait plus trop quoi faire. Il faisait beaucoup de dessins commerciaux, mais il ne savait pas. Et puis il a dit, mais moi je veux retourner dans la bande dessinée, mais je veux qu'on la prenne au sérieux. Voilà, je veux qu'on la prenne au sérieux, je veux plus qu'on la range dans les kiosques, ce qu'on appelle le comic book. Voilà, en fait, c'est un faux mot, parce que c'est souvent les revues d'ailleurs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais inventer un concept, mais véritablement. Et puis, on va s'appeler, ça ne va plus être de la bande dessinée, ça va être un côté romanesque, roman. Et puis, ça permet d'être dans les librairies, positionné comme un livre, un vrai livre. Donc, non plus dans le rayon bande dessinée, mais le rayon, Louison l'a bien dit, c'est on prend la bande dessinée au sérieux. Et donc, on va publier ça, on va appeler ça graphic novel, roman graphique. Voilà. Et je vous dis, ce n'est pas le premier, parce qu'on avait même utilisé le terme graphic story avant. Et donc, c'est le premier à publier. Et puis, Spiegelman va enchaîner. Non pas enrayer, mais va enchaîner. Parallèlement, il y a des collections chez Casterman à partir de 1975 qui va s'appeler Un roman à suivre. Enfin, pas en 75, mais un roman Casterman, puis un roman à suivre étant de 78. On va appeler ça un roman à suivre. Et ça va être les premiers Corto Maltese. Corto Maltese, c'est quoi ? C'est des ouvrages qui font 150, 160 pages, qui sont plus coincés par ce carcan des 46 pages couleur. Et donc, on arrive à faire quelque chose d'un petit peu différent.
Sur ce, certains éditeurs vont surfer un petit peu sur la vague, si on peut dire. Et donc, Casterman, à un moment, va sortir une collection qui est à la fois des romans graphiques, va publier à la fois des auteurs, on va dire, un peu plus exigeants, ou alors surtout des auteurs qui ont besoin de s'exprimer, pas forcément en grand format, peut-être dans un registre autobiographique, mais pas forcément, et puis de faire parfois des portraits historiques. C'est le cas de Catel, la dessinatrice que vous connaissez avec Kiki de Montparnasse, etc., qui va faire cette figure incontournable à la fois du féminisme et de la Révolution qui est Olympe de Gouges, et puis sur scénario de son compagnon et mari José-Louis Boquet. Et puis on va lancer la collection Casterman Écriture, dans laquelle on va retrouver aussi des auteurs plus au départ ciblés manga, je pense à un auteur comme Taniguchi, mais qui va permettre, avec Quartier lointain, etc., ou le journal de mon père. Mais donc voilà, on a l'arrivée de certaines bandes dessinées historiques, mais pas que, mais sur ce qu'on appelle le créneau du roman graphique, qui est une formulation un peu dévoyée maintenant, hein, parce que n'importe quel éditeur te sort un bouquin qui fait 150 pages, que ce soit noir et blanc, que ce soit couleur, on se dit « Ah ben non, mais moi je ne fais pas… » Même certains éditos, j'ai rien contre France Inter, que j'écoute quotidiennement. Mais dans quotidiennement, on parle pas de bande dessinée, c'est tellement vulgaire. Avant on parlait de BD, c'est encore plus vulgaire. Non, on parle de roman graphique. Je m'aperçois que oui, le bouquin, qu'est-ce qu'il a de roman graphique? Rien, mais c'est tellement mieux que de dire… Voilà, je plaisante. Encore que. Voilà. Mais justement, il y a une différence claire. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Moi, je peux vous dire que que j'enseigne à la faculté du Maine, au Mans, et j'ai deux devoirs que je donne à mes étudiantes, essentiellement étudiants un petit peu. C'est définissez-moi ce qu'est un roman graphique. Je m'amuse. Je m'amuse. Avec des fois, oui. Alors ça peut être noir et blanc, ça peut être nombre de pages, ça peut être un format, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Théoriquement, ça peut être un one-shot, j'aime pas le terme d'ailleurs, on dirait plutôt une œuvre indépendante, voilà un volume, mais le photographe d'Emmanuel Guibert, vous le mettez où? Ou l'Arabe du futur. Ou l'Arabe du futur. L'Arabe du futur, c'est typique, c'est une série. Voilà, disons que c'est devenu une sorte de label, d'appellation et tout, non contrôlé. Sinon, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est juste les éditeurs ont choisi de se… C'est en partie ça, et puis mais c'est en partie, puis une volonté aussi de labels indépendants au départ, mais qui sont très vite rattrapés par la grosse cavalerie, de se distinguer. C'est le cas notamment de l'association avec, je sais pas, Marjane Satrapi par exemple, ou Emmanuel Guibert avec le journal d'Alan. Vous voyez, c'est des choses qui… On sort du côté coincé, la bande dessinée, c'est pour les gosses. Bon, ce qui est amusant, c'est de voir certains auteurs qui portaient haut l'étendard en disant « nous, on fait du roman graphique, on fait de l'œuvre indépendante et à bas le 48 pages couleur, foncer comme un seul homme ou une seule femme, surtout un seul homme en l'occurrence, sur des collections comme Donjon et tout ça. Non, je ne cite pas Jean-Christophe Menu ou Johannes Farr, pas du tout, ou Trondheim, mais voilà, pour vous dire que c'est toujours amusant, que les choses ne sont pas figées, ce qui donne d'ailleurs une idée d'un genre un peu vivant. Je rebondis sur ce que vous veniez de… Voilà, à savoir effectivement la collection Air Libre, qui est une collection un petit peu d'ouvrages indépendants chez Dupuis, dans lequel un auteur comme Lax, sur un scénario de Giroud, excusez du peu, c'est quand même Franck Giroud et fait partie, comme Valérie Mangin, des chartistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'école des chartes, qui ont une formation d'historien et qui font des bandes dessinées à la fois très engagées. Lui, sa vision de la guerre d'Algérie d'Azraïen est très intéressante, hein, parce que là, on a affaire à un officier français qui, à un moment, s'interroge sur le fait suis-je dans le bon camp? C'est ça. Enfin, et donc, il y a Lax et Giroud. Giroud a beaucoup travaillé, mais Lax aussi a fait… Chaque bouquin de Lax est très intéressant. Je ne l'ai pas signalé, mais, parce que c'est un problème de place et de temps, mais j'aurais très bien pu citer de Lax ce qu'il a fait récemment sur le Veldiv.
chez Futuropolis, qui sont très très intéressants, comment il raconte un peu le Veldiv, son graphisme aussi, quand on regarde un petit peu ses premiers dessins, et le tournant graphique avec Azraïen. Moi je me souviens d'avoir croisé l'axe, son vrai nom c'est Christian Lacroix, c'est là. La croix inversée. Voilà. Moi, je sais que je l'avais croisé au Festival d'Amiens il y a une vingtaine d'années. Il présentait sous le bras, presque d'une manière timide, alors qu'il avait déjà un talent fou et tout, en me disant, tu sais, je vais changer mon dessin, il va être plus anguleux, je veux faire autre chose, tu crois que... Et puis ça va donner ça, qui va être le véritablement tournant graphique. Fait partie des auteurs qui se renouvellent, qui essayent de changer, qui essayent au niveau de la narration, et la bande dessinée historique peut parfois les aider. Bon, je vous parlais de Giroud. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le concept, par exemple, du décalogue. Décalogue, c'est 10 ouvrages qui racontent la découverte d'une sourate inédite. Évidemment, c'est fictif, mais ça peut traiter ça peut donner libre à toutes les interprétations, qui va permettre dans chaque ouvrage de découvrir une facette. Il y en a un, par exemple, on va parler du génocide arménien dans un des épisodes. Et puis, on va parler évidemment de Mahomet, mais on va parler aussi d'énormément de choses. Et puis, c'est une construction très ambitieuse de Giroud, où on va parler, là, on est dans le roman graphique, dans une certaine définition, alors qu'il y a 10 volumes, mais une exigence, une volonté de construire, parce que chaque volume peut se lire du numéro 1 au numéro 10. En plus, comme c'est chronologique, on peut s'amuser du volume 10 qui donne une clé, on peut le remonter au volume 1. Et puis si vous les prenez le 7 ou le 9, je dis n'importe quoi, vous pouvez les lire sans problème. Vous voyez, c'est une grande force du scénariste. Parmi les auteurs apparus dans la collection Air Libre, et qu'on va retrouver, en fait, la collection Air Libre, les dernières années ont été, pas les toutes dernières années, mais là je parle plutôt des années 90, ont été dirigées par un directeur de collection, c'est toujours très important, un éditeur et un vrai directeur de collection, qui discute avec les auteurs, qui donne son point de vue, qui est brillant, qui n'hésite pas à dire « tu fais fausse route », ou alors, ok, ça va être dur, on va mal peut-être en vendre, mais on y va. Il y en a très peu. Et ça, c'est un éditeur qui s'appelle Claude Gendreau. On peut le signaler, je veux dire, c'est un des 4 ou 5 noms parmi les plus grands éditeurs que je connaisse. Et il va travailler dans la collection Air Libre, puis à un moment, il va reprendre sa liberté, pour X raisons que je n'ai pas le temps de développer, et puis va arriver chez Futuropolis. Et chez Futuropolis, il va embarquer avec lui des auteurs comme Gibra. On va voir que, d'une part, bien sûr, il y a le Sursis, Vol du Corbeau dans la collection Air Libre, mais on a évidemment la série Matteo, voilà, qui démarre à la Révolution d'Octobre, la guerre d'Espagne, etc. Personnage de femme, là aussi, très important, c'est très important. Là, bon, maintenant, on n'a plus la discussion qu'on a là. Il y a 10 ans, ça paraissait exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas exceptionnel. On a 10-15% d'ouvrages qui sont faits par des autrices. Hein, et c'est bien. Et ce n'est qu'un début. Il faut aller encore plus loin. Bon, ce qui ne veut pas dire autrice géniale ou ouvrage génial, non. On n'en parle pas, c'est normal. Alors avec parfois une sensibilité ou pas, ou des personnages, etc. Et donc, Gibra, là, en plus le prodigieux dessinateur, Gibra, franchement, c'est un des plus grands à l'heure actuelle. Je vous parlais d'Emmanuel Guibert, alors une photo. C'est une bande dessinée, mais c'est également une série. En fait, l'idée d'Emmanuel, c'est qu'il avait son voisin de palier, je dis il avait, hélas, parce qu'il est décédé, c'était Lefebvre, qui était un photographe, grand reporter, qui allait sur les fronts, notamment en Afghanistan et tout, qui était son voisin de palier. Et un jour, en discutant, ils vont, ouais, bah, tu vas bien prendre un café, ok. Et puis, Emmanuel débarque chez Lefebvre, et là, il aperçoit des caisses avec des planches contact, plein de photos.
Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu les tires pas, celles-là? Il me dit, mais non, mais j'ai fait mon choix et tout. Il me dit, mais tu sais que c'est amusant parce que le découpage, tac, 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 planche contact, si tu regardes bien, c'est assez proche d'une bande dessinée, art séquentiel. Hein. Ah oui, moi, je n'y avais pas pensé et tout. Ah bah si on pouvait faire un truc. Et puis, il va raconter cette histoire d'un photographe de presse et en fait, toutes les photos qu'il n'a pas pu prendre. Il m'expliquait, moi, j'ai pu dessiner parce que, bah, pour des raisons, évidemment, dans certains pays, c'est très difficile de prendre des photos, notamment en Afghanistan. Et puis, avec les photos qui existent, raconter une histoire. Et c'est un chef-d'œuvre absolu. Je pense que vous l'avez toutes et tous eu entre les mains. C'est vraiment une œuvre remarquable et qui n'a pas pris une ride. Autre travail, je vous l'ai déjà évoqué, mais je ne me lasse pas d'Emmanuel Guibert, qui a eu donc récemment, bon, dans des conditions un peu compliquées, mais le prix Angoulême. Pas sûr que tout le monde ait vu son expo. Il y a une très belle exposition il y a quelques années au festival BD Boom de Blois. Je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais si un jour vous tombez sur des photos ou le tout. Et la guerre d'Alan est remarquable, tout en étant à la fois une trame historique et puis décalée, parce qu'on parle de l'histoire d'un homme, on parle de ses souvenirs, on parle de son interprétation, de l'amitié aussi, entre Emmanuel, qui est un jeune gars au départ, et puis ce vieux monsieur qui, hélas, nous a quittés du tout, et il l'enregistre et fait, et puis celui Emmanuel Guibert, c'est-à-dire que c'est de l'âme, on se sent bien après avoir lu, et c'est pas du bouquin feel good au kilomètre comme on fait aujourd'hui. Non, 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 c'est un livre intelligent qui, évidemment, voilà. C'est avec ça, on n'a pas compris que j'adore tout Emmanuel Guibert. Voilà. Autre ouvrage passé un peu inaperçu à l'époque, je vous le signale parce que c'est aussi l'apparition de nouveaux labels. On a parlé de l'association, j'aurais pu parler aussi de Vertige Graphique, hein, avec un dessinateur néerlandais qui s'appelle Peter van Dongen, qui a la particularité d'avoir une maman indonésienne et qui raconte avec Rampo Khan l'histoire de l'indépendance. N'oublions pas qu'il y a eu les Indes néerlandaises, donc Java, etc., que les Néerlandais se sont comportés comme certains Français, certains Belges en Afrique, là c'était en Asie, mais pas forcément très bien, mais raconte un petit peu l'indépendance dans un style très Linkler. Linkler, c'est un dessin inspiré par Hergé, adapté d'une expression néerlandaise qui s'appelait des Klarelijn. Pourquoi je vous raconte tout ça, c'est simplement, il se trouve que la maquette a été faite par un dessinateur néerlandais qui s'appelle Joost Swart. Voilà. Lorsqu'est sorti Rampo Khan en diptyque, donc 2 volumes, l'ouvrage est passé relativement inaperçu. Il se trouve que Peter van Dongen, maintenant, est très connu, parce qu'il a repris, il y a 2-3 ans, la série Blake et Mortimer. Et donc a fait un excellent ouvrage, je le cite de main, Le Temple des Immortels, il faut vérifier. À vérifier au niveau du titre, je ne suis pas sûr du titre, mais ils ont fait deux titres sur un scénario d'Yves Sand, et du coup, le fait qu'on parle de cet auteur, on s'est dit, ah mais attends, il a fait 2-3 trucs qui sont intéressants, et bien on va les publier. Et ça a été repris l'année passée, ou il y a 2 ans, dans la collection Air Libre. Et il y a un autre roman graphique qui n'est pas du tout historique, donc là j'ai plus le titre en tête également, mais qui raconte justement l'histoire d'un émigré, ce petit gamin là, néerlandais nationalement parlant, mais qui vient d'Asie et puis qui arrive sur place et puis qui entre le climat des Pays-Bas et puis Java, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait la même mentalité, ça raconte tout ça. Si un jour vous tombez dessus, voilà, je pourrais tout à l'heure vous faire une recherche et vous citer le titre. Ça, je le passe rapidement, mais c'est un titre, moi, qui m'avait beaucoup aimé, que j'avais beaucoup aimé, 2 volumes, par Apollo, qui est un dessinateur qui a travaillé notamment, qui est originaire de La Réunion. Voilà, hop, 5 minutes.
J'ai pas le droit à 10? Bon, d'accord. Bon, alors, bon, voilà, la grippe coloniale, je vous invite à le lire, c'est Vent d'Ouest, 2 volumes, comment des soldats tirailleurs sénégalais, ont participé à la Grande Guerre. Il y en a un qui est rentré à l'île de la Réunion, pas de bol, en temps de coronavirus, c'est super comme sujet, il file la grippe espagnole à tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, dans les années 90, on va faire au pas de course, j'ai 5 minutes. Série Murena, dessinée par Delaby, qui au départ voulait faire du Jacques Martin, et puis finalement s'en est affranchi à faire une bande dessinée un peu hyper réaliste. Donc, nouvelle école d'argot, Murena, texte de Jean Dufaux. Ensuite, toujours dans le côté Antiquité, Les Aigles de Rome, par Enrico Marini. Série à voir, qui est terminée maintenant. Je crois que c'est 5 volumes, me semble-t-il, il faudra vérifier, 5 ou 6 volumes. Enfin, en tout cas, chez Dargaud, à lire sans problème. Bon, Le Scorpion, qui est plus le côté grande aventure KPDP. Donc, voilà. Ouvrage qui n'est pas inintéressant, qui permet d'introduire un nom en tout cas, comme scénariste, c'est Fabien Nury, qui est pour moi avec Xavier d'Horizon, les 2 ou 3 scénaristes les plus importants, donc avec La mort de Staline et Mort du Tsar. La mort de Staline et Mort du Tsar est dessinée par Thierry Robin, pour info. Et puis, Il était une fois en France, très bonne série, très bonne série, toujours par Fabien Nury, sur un dessin de Sylvain Vallée. Et puis, je vous parlais de Tardy. Je vous disais que les références à la Seconde Guerre, il y a un avant et après Tardy. L'après Tardy, c'est le scénariste Chris, qui fait du très bon travail, beaucoup à dominante historique, sur un dessinateur, là en l'occurrence, sur les dessins de Maël, très bon dessinateur, et ça donne Notre mère la guerre, qui est un excellent ouvrage, une excellente série. On arrive au bout, je fais des signes désespérés. Pourtant que ce n'est pas désespérant, tout va bien. Voilà. Vous avez donc chez Delcourt Fritz Haber de David van der Meulen, qui raconte quand même l'histoire du scientifique qui a inventé le gaz moutarde, extrêmement bien dessiné, avec un travail sur la matière, sur à la fois les couleurs, à la fois la façon de dessiner. Vraiment, c'est une série en tout cas, plusieurs ouvrages qui méritent d'être défendus et qui sont extrêmement bien. Bon, là, ça, c'est un peu le régional de l'étape. Je voulais mettre quand même Pascal Rabaté, qui a vécu à Mazé quelque temps, et ça, c'est la vision un peu décalée à la Rabaté, hein, donc de la débâcle. Le changeur poule, c'est intéressant parce qu'il permet, en fait, c'est une histoire un peu loufoque et pourtant basée sur des histoires, une histoire authentique, adaptée mais authentique. Texte de Lupano, qui est maintenant connu notamment avec Les Vieux Fourneaux, et Jérémy Moreau, le dessin. Et en fait, en gros, c'est la guerre entre les Français et les Anglais qui n'ont pas vu de Français et qui voient arriver un singe et qui dit « Oh là là, ah bah c'est ça les Français ?» Assez drôle, si, je vous assure. A été récompensé par le prix Château de Cheverny, qui est maintenant récompense la meilleure bande dessinée historique sur un jury qui est dirigé par maintenant l'académicien, excusez du peu, Pascal Horry, voilà, qui vient d'être mort par la France et non pas pour la France. Voilà une vision, on parlait tout à l'heure avec la grippe coloniale des tirailleurs sénégalais. C'est aux éditions Les Arènes, en coédition avec la revue 21. On n'en sort pas tout à fait indemne et on se dit que la France n'est pas
parfois n'a pas les mêmes traitements en fonction de certaines populations, ou le fait que ces pays ont parfois sont devenus indépendants. On a un peu oublié tous les sacrifices, et c'est vraiment à lire et à faire connaître. Bon, ça, c'est un dessinateur qui a fait beaucoup sur la guerre d'Espagne, qui s'appelle Bruno Lott. C'est aux éditions La Boîte à Bulles. Opération Copperhead, c'est amusant, mais bon, on peut passer. Stupamundi, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est Nedjib, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est l'histoire d'un scientifique musulman qui arrive dans la société médiévale européenne et qui, en fait, a inventé avant l'heure le système, la photographie, avec évidemment, on parle de l'islam, donc on parle forcément de la représentation de l'image. On s'aperçoit que c'est extrêmement profond. C'est un vrai roman graphique, là, dans ces cas-là, vous avez 300 pages et puis tout. Et Nedjib a fait vraiment une œuvre qui est un peu passée trop inaperçue à mon avis, et que je vous invite véritablement à découvrir. Et puis, on peut faire aussi de la bande dessinée jeunesse, et parler d'histoire, et de manière grand public, et de manière intelligente. C'est le cas de la série Spirou. Je ne vais pas revenir sur l'historique de la série Spirou. Je vous signale que parmi les titres récents, il y a tous les travaux d'Émile Bravo sur la série, à la fois le journal d'un ingénu, qui est le premier volume, et puis la suite, qui est actuellement pour les lecteurs du journal Spirou. Il y en a parmi vous qui lisent le journal Spirou? Bravo. Bravo. Continuez. Voilà. Avec le 3e volume de L'espoir malgré tout, qui, je trouve que c'est un titre qui fonctionne bien en ces temps un peu compliqués. Voilà. La guerre des Lulus, toujours Certi jeunesse. Les enfants de la résistance, 1 million d'exemplaires. Comme quoi on peut faire une bande dessinée pour la jeunesse. Quand je dis pour la jeunesse, c'est même CM1, CM2, avec à chaque fois en postface un petit dossier concocté par Vincent Laudevec, alias Dugommier, le scénariste, sur des dessins de Benoît Herse, un dessin très ligne claire. Ça, je vous ai déjà défini ce qu'était la ligne claire, notamment avec Van Dongen. Une autre vision aussi de l'histoire, parce que ce n'est pas uniquement un roman national. On s'aperçoit que Sylvain Vénère, qui dirige la collection, sur, là, en l'occurrence, ce premier volume dessiné par Étienne Davodo, on raconte un petit peu que ce n'était pas aussi simple que ça. Les Gaulois n'étaient pas forcément des barbares par rapport aux Romains, etc., etc. Donc on remet, entre guillemets, certaines pendules à l'heure. Bon, ça on peut passer, ça on peut passer. Ça, je voulais citer, c'est les 2-3 derniers titres, c'est fini après, promis. Voilà, La Bombe, qui a été multiprimée à juste titre et qui raconte l'histoire de la bombe atomique, comment on l'a fabriquée, qui l'a fabriquée, évidemment on sait que c'est les États-Unis, mais dans quelles conditions, comment on a inoculé à une certaine population, pauvre, noire, comme par hasard, virus de l'atome, c'est pas ça, enfin vous m'avez compris, faire des expériences un peu douteuses, et tout ça donne un épais volume dessiné par Rodier, dessinateur québécois, sur scénario d'Alcante et de Bollé. Ensuite, on va terminer. On va juste citer les 2 noms qu'on évoquera, enfin les 2 ou 3 noms qu'on évoquera tout à l'heure. C'est bien sûr Ronan Touloat, avec Le Roi des Ribauds, et puis Iradei, mais ça on en parlera tout à l'heure. Excellente série parue chez Aquileos, dont on espère d'ailleurs la suite. On posera la question, même si c'est en visio, à l'auteur. Voilà la première planche. Iradei, on en parlera tout à l'heure. Voilà quelques titres. Révolution, évidemment. On en parlera aussi avec Yon Lucart qui va nous rejoindre, et Grouazel qui nous rejoindra par image interposée et à qui on souhaite prompt rétablissement, on espère. Voilà, ça c'est la première planche de Révolution. Voilà.
Et puis, mon dernier coup de cœur, puis après je vous laisse, tranquille. C'est, pour l'instant, c'est Le Peintre hors la loi. C'est un ouvrage qui est sorti en mars, qui se passe à l'époque aussi révolutionnaire, qui met en scène un peintre un peu déjanté, grognon, qui est relativement peu connu, qui a véritablement existé, qui s'appelle Lazare, je crois que c'est Khrouchtchev, que je vérifie le nom, enfin son prénom c'est Lazare, qui est relativement peu connu parce qu'il a eu la très mauvaise idée de brûler la plupart de ses toiles à la fin de sa vie. Voilà. Et ça raconte l'histoire du Chazot, vous l'avez peut-être lu à travers notamment Météor Slim chez Sarbacane, etc. C'est un très très bon dessinateur qui est un peu dans la lignée d'un Christophe Blain ou Blutch, et c'est un peu cette optique-là. L'ouvrage est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Je l'ai mis sur le haut de ma pile, je lis juste, et c'est, faites-moi confiance, une petite pépite. Et on termine, parce que déjà j'ai un peu débordé, mais merci Louison de m'avoir accordé ces quelques minutes supplémentaires. Cher public, voilà. Mesdames, Messieurs, on se retrouve cet après-midi en vous remerciant de votre, peut-être pas discipline, votre attention en tout cas. Et puis à tout à l'heure, et puis merci d'être là en tout cas.